Bonjour à tous, c'est le monde des télécoms qui est à la une aujourd'hui de Smart Tech. On va voir quelles sont les grandes tendances, notamment au sortir du Mobile World Congress de Barcelone qui s'est tenu cette année avec toujours autant d'acteurs majeurs. On verra ce qui se passe du côté du B2B, du B2C, pour les entreprises, pour le grand public. Ce sera vraiment le grand débrief tout à l'heure. Mais d'abord, je propose qu'on commence, en restant dans les télécoms bien sûr, par s'interroger sur l'arrivée d'un nouveau data center. Qu'est-ce que ça veut dire un data center souverain? Pourquoi c'est important? C'est tout de suite 3 questions à. Et je suis en compagnie aujourd'hui d'un nouvel acteur dans l'univers des data centers. Bonjour Damien De Santi. Bonjour Delphine. Vous êtes le fondateur de Fossea DC. Vous avez levé 5 millions d'euros en 2024 pour construire à Marseille un nouveau site qui va proposer évidemment des ressources majeures pour des solutions d'intelligence artificielle. Vos travaux sont terminés depuis peu. J'avais déjà une question sur la difficulté que ça représente aujourd'hui d'installer un nouveau data center, notamment à Marseille, qui n'en est pas dépourvu. Effectivement, ce n'était pas gagné d'avance pour plusieurs raisons. Déjà, effectivement, vous l'avez dit, Marseille, c'est une ville qui est extrêmement demandée. Il y a énormément de demandes sur de la capacité en data center, de par sa situation. Et le fait qu'elle est passée 6e hub mondial en termes de connectivité depuis peu. Donc, mais elle est soumise à des contraintes au niveau du foncier, au niveau de l'approvisionnement en énergie, et ça génère énormément de tensions sur cette demande. Donc beaucoup d'acteurs rêvent de s'implanter à Marseille. Et parce qu'on a toutes les connexions, les câbles sous-marins qui Exactement. arrivent, enfin pas toutes, mais enfin beaucoup. Toutes, mais celles qui desservent l'Asie, le Moyen-Orient et l'Afrique, et qui depuis 10-15 ans, ça monte en flèche au niveau des besoins. C'est pour ça que passer de 44e hub mondial à 6e, on a des perspectives pour au-delà encore. Ça génère beaucoup d'appétence, effectivement. Et alors, on arrive avec quel argument pour convaincre ? Alors, on arrive avec un argument qui est une complémentarité de l'offre. Jusqu'à présent, à Marseille, on n'a que 2 acteurs en présence. Un acteur historique, aujourd'hui illustré par le data center de FreePro, mais aussi Digital Realty, qui est un acteur américain qui a su prendre pratiquement tout le marché à Marseille et qui a participé au développement de Marseille. Et en fait, nous, on arrive avec une offre qui se veut complémentaire. Donc, on se veut souverain. Donc ça, on va peut-être y revenir. Bah oui, vous allez expliquer ce que ça veut dire. Et aussi, on se veut plutôt orienté aux collectivités, aux entreprises locales, aux différentes entités de l'économie numérique de Marseille. Marseille est quand même a été élue capitale numérique en 2022. Il y a énormément d'activités, mais pas d'offres locales adaptées. Donc régional. Donc, pas suffisamment. Alors, qu'est-ce que ça veut dire arriver avec un data center souverain? Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qu'on utilise un peu aussi facilement que l'IA. En fait, qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Il y a pas mal de définitions de la souveraineté. Donc, certains pensent que la souveraineté se limite juste à l'emplacement géographique, d'être en France. D'autres sur la gestion de la donnée. Clairement, pour moi, la définition de la souveraineté, ça passe par l'actionnariat. L'actionnariat, pour moi, et pour d'autres personnes, passe par un actionnariat majoritairement français. On peut avoir effectivement de l'européen, mais il faut que l'actionnariat majoritairement soit français pour être soumis aux lois françaises et exclusivement françaises. Ce qui fait que ça garantit que la donnée n'appartient qu'à une seule personne, n'est accessible que par une seule personne, le propriétaire de la donnée, tel qu'on l'entend. Il n'y a pas de loi extraterritoriale en fait qui peut parasiter cette voilà, certaines entreprises, confidentialité. Ça leur porte peu d'importance. Ils veulent se développer même sous des lois extraterritoriales. C'est pas un problème pour eux. Mais on voit de plus en plus d'entreprises et aussi les collectivités qui commencent à vraiment se poser cette question-là et orienter leur choix sur des entités qui sont souveraines, au sens où je veux dire, en termes d'actionnariat. Alors, vous avez évidemment entendu les annonces de 109 milliards d'investissements dans l'IA en France, justement pour développer des data centers notamment. Vous faites partie de ce plan? Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Alors, ça va changer. Nous, c'est très positif pour plusieurs raisons. Alors, quand on voit des dizaines, centaines de milliards d'euros, après, je pense que les gens qui sont un peu dans la tech savent découper un peu les annonces et savent que plus de la moitié va être consacrée à l'achat de GPU pour faire du calcul. Donc,
il y a une fraction de tout ça qui va retomber dans l'économie française, on le sait. Maintenant, la démarche est bonne parce qu'il faut que la France se dote d'un réseau de data centers sur son propre sol pour capter justement et être un acteur incontournable de l'IA dans les années à venir. Donc en fait, ça va donner des arguments pour s'installer, pour développer des data centers Tout à fait. en France, c'est ça que vous me dites. Et exactement, ça donne des arguments. Alors nous, les acteurs plus petits, parce que nous, on ne va pas faire 100 mégawatts ou 1 gigawatt, hein, nous, on parle de mégawatts, mais quelques mégawatts. Nous, on est du edge data center de proximité, mais on va être aussi nécessaire pour tout ce qui est l'IA de proximité. Les calculs d'IA sont très consommateurs, notamment pour les entraînements, mais après, derrière, quand on consomme, tout ce qui est inférence et autres, il faut la latence faible. Donc il faut être au cœur des usages, dans les villes, près des câbles, et là, on a notre mot à dire. Merci beaucoup, Damien De Santi. Je rappelle que vous êtes le fondateur donc, du nouveau Phocéa DC, nouveau data center à Marseille, souverain et respectueux environnementalement. On n'a pas eu le temps d'en parler, mais je le précise quand même. Allez, à suivre, on reste dans les télécoms, c'est le grand débrief du Mobile World Congress. Il est de retour du Mobile World Congress. Il s'appelle Yann Serra. Bonjour Yann. Bonjour Delphine. Grand reporter, que dis-je, pour le Mag IT. Et puis avec nous également pour débriefer de ce MWC Cru 2025, Jérôme Bouteiller, qui est notre chroniqueur régulier du business dans ce secteur du mobile. Vous êtes le fondateur d'écranmobile.fr, je le rappelle. On va commencer par juste prendre le pouls. Comment ça s'est passé selon vous, ce Mobile World Congress ? Comment vous avez trouvé ce salon en 2025 ? Est-ce que selon vous, il évolue, il change, j'imagine, un petit peu avec le temps quand même ? Oui, bon, il évolue, mais enfin, il piétine un peu quand même. Je ne veux pas commencer l'émission en cassant l'ambiance, mais alors, il y avait un peu moins de monde que l'année dernière. Bon, je ne sais pas trop vous dire pourquoi. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que historiquement, ce salon, c'était un peu le salon des smartphones. Ouais. Donc pendant très longtemps, je n'y allais pas. Parce que je suis dans la presse qui parle plutôt des infrastructures. Et en fait, depuis la 5G, vous savez, ils ont un peu libéralisé les infrastructures. Ils ont dit on va virtualiser. C'était ouvert à tout le monde. Et c'est devenu le salon finalement des équipementiers. Du tout venant des fournisseurs informatiques. Donc, du coup, j'y étais. Et la promesse, c'était alors ce qu'on appelle tantôt O-RAN, Open RAN, vRAN. Bon, enfin, c'était toutes ces alternatives aux plateformes des équipementiers qui devaient se concrétiser. Il y avait des solutions. Et là, maintenant, ça fait 3-4 ans qu'en fait, il n'y a rien qui s'est concrétisé. Donc, on a toujours les mêmes équipementiers. Enfin, alors, pour vous donner une anecdote, je vais, donc à chaque fois, je vais chez les constructeurs informatiques, donc les Dell, les HPE, bon, voilà. Et puis, donc, eux sont censés proposer des solutions alternatives aux équipementiers. Et là, j'arrive et il y avait donc du Nokia partout, quoi. C'est-à-dire que vous avez un serveur x86 limite sous Windows, bon, j'exagère, sous Linux, mais et dessus, vous avez des trucs Nokia. Alors, je dis, mais en fait... c'est bizarre quand même. Que se passe-t-il ? Et alors, ils étaient embêtés. Ils m'ont dit non, écoutez, vous êtes pénible, posez pas cette question-là. Oui, on a encore du Nokia partout. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je pense que a priori, ce sera la prochaine évolution, c'est-à-dire au moment de la 6G, mais la 6G, plus personne ne sait quand elle va arriver, qu'on passera véritablement à autre chose que des Nokia, des Ericsson, des ZTE, des Huawei. Pour l'instant, on est encore avec ces équipes. Donc c'était encore un salon 5G. D'ailleurs, on va en parler. On va faire un petit focus sur la 5G privée. Jérôme ? C'est un peu un retour aux sources en fait pour ce salon, puisque historiquement, dans les années 90, quand il avait encore lieu en France, moi j'y étais allé à Cannes il y a un peu plus de 25 ans, c'était précisément le salon des équipementiers. Il n'y avait pas de solution grand public, et c'est au cours des années 2000-2010 qu'il s'est ouvert à des produits grand public avec l'arrivée des constructeurs, notamment de smartphones, et qui s'est un petit peu, effectivement, qui a changé d'orientation, qui est devenu un peu plus grand public, un peu plus le salon du smartphone, comme disait Yann. Parce qu'on avait d'un seul coup des nouveaux form factors qui sortaient, ça brillait, c'était exceptionnel. Maintenant, c'est peut-être un petit peu lassé, donc retour aux sources. Et puis la question des infrastructures, c'est devenu essentiel. Alors oui, je vais y venir, mais l'autre point aussi, cette édition 2025, elle était effectivement en demi-teinte, parce que il manque sur le segment des smartphones les grandes marques, le numéro 1 mondial Apple, le numéro 2 mondial Samsung, font leurs propres événements en décalé. Et donc, ça a toujours été. Ça a toujours été le cas. À une époque, il y avait par exemple Google qui était venu avec Android, qui avait occupé beaucoup de place. Il y avait aussi Samsung qui parfois synchronisait ses annonces produits avec le Mobile World Congress. Il y avait des lancements de Galaxy ou de casques de réalité virtuelle, on s'en souvient, avec Mark Zuckerberg qui était venu. Donc il y avait quand même des événements de premier plan. Là, c'est essentiellement les suivants, donc les constructeurs chinois, qui heureusement
pas mal d'annonces produits, mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu moins intéressant peut-être que les années précédentes. Bon, on a quand même vu des trucs, enfin vous avez quand même repéré des produits un peu waouh, mais on va commencer donc par la 5G privée, parce que c'est un sujet qu'on aborde depuis même avant l'arrivée de la 5G, et on attend toujours de voir venir. Alors Anne Massoran, ça arrive ou pas? Eh bien oui. Eh bien, il y avait des produits. Alors il y avait... Alors, rappelons, déjà, Yann, si vous pouvez rappeler la 5G privée. Alors la 5G privée, donc en gros, c'est pour faire de la 5G, mais pour remplacer le Wi-Fi par la 5G. Pourquoi? Parce que quand vous voulez du Wi-Fi, bien évidemment, vous voulez votre réseau privé, vous voulez votre bulle de connexion sans fil. Le problème du Wi-Fi, c'est qu'en fait, malgré tous les arguments marketing qu'on peut entendre, c'est nul. C'est-à-dire que en fait, c'est pas fiable. Si vous êtes dans un industriel, par exemple, vous pouvez absolument pas contrôler vos machines-outils par le Wi-Fi, parce qu'il y a des paquets qui vont se perdre, parce que votre truc il va viser à côté, c'est n'importe quoi. Donc c'est pas le Wi-Fi n'est pas solide en fait, il n'est pas fiable. Pour des solutions industrielles, oui. Pour des solutions industrielles, mais aussi donc dans une autre application, c'est dans les médias dorénavant. C'est-à-dire que là, il y a eu cet exemple vous savez, les caméramans qui ont suivi la flamme olympique. Alors comment ils étaient équipés? En fait, ces gens-là avaient donc de la 5G privée, c'est-à-dire que les caméras étaient équipées d'une carte SIM qui communiquait uniquement avec l'antenne 5G qui était posée sur la voiture derrière. Et donc du coup, l'intérêt, c'est quand ils avaient bien évidemment du débit fluide pour les caméras, il n'y avait pas une image qui sautait. Et ce n'était pas du tout parasité par les gens alentours, puisque bien évidemment tout le public est connecté à la 5G. Donc c'était un autre réseau, c'était étanche. Donc du coup, c'est ce qui permet, voilà, la 5G privée, c'est vraiment la qualité de la 5G avec le côté privé, le côté bulle, comme ils disent, du Wi-Fi. Ok, et donc est-ce qu'il s'est passé des choses un petit peu nouvelles là sur le Mobile World Congress en matière de 5G privée? Oui, oui. Alors en fait, il y a deux fabricants français. Alors pourquoi des Français? Parce que c'est un peu le problème qu'on a en Europe, c'est que chaque pays a ses longueurs d'onde. Bon, on n'arrive pas vraiment à s'uniformiser. Donc, du coup, on parle surtout des fournisseurs français, en l'occurrence en France. Et donc, on en a deux. Alors, un qui, je crois, est habitué de vos plateaux, Rapid Space, Jean-Paul Smet. Absolument. Qui a une solution absolument extraordinaire. Alors là, maintenant, il était venu, c'était un peu comme une Livebox, vous voyez. Donc, il y avait la boîte avec le... Je ne sais pas si on a des images, d'ailleurs, mais bon. Et donc, c'est oui, voilà. la 5G, voilà, la 5G aussi facile à installer qu'une borne Wi-Fi. Donc, dans une belle boîte. Alors, il y avait un prix salon à 5 550 €. J'ai failli en prendre une. Donc, ça devient vraiment accessible. Alors, ça devient accessible. C'est une toute petite boîte. Une boîte. Un amplificateur. C'est-à-dire que vous savez, c'est ces petits cubes blancs, là, avec un peu des braies. Enfin, bon, bref. Et vous mettez des antennes dessus qui coûtent pas très cher. Et en fait, vous avez tout. Et alors, pourquoi? Donc lui, comment il s'en sert? Il s'en sert pour faire du... Il y a beaucoup dans les pompiers, dans les ambulances, le côté talkie-walkie. Donc, talkie-walkie, en fait, c'est j'appuie sur un truc, je parle à tout le monde, je préviens tout le monde. Donc ça, c'est un truc qu'on peut faire avec la 5G. Et donc, lui propose sur sa borne un service... Pour des services d'urgence. Des services... en fait, alors... On va même aller plus loin, on va même rentrer dans le détail, Delphine, vous avez raison. Il y avait un programme en France qui s'appelait le RRF, le réseau radio du futur. Bon, voilà, très mégalo. Et donc, ça devait être remplacer tous les talkie-walkie de tous les pompiers, la police, les ambulances, enfin bon, bref. Et donc, ça devait... c'était un projet immense. Le ministère de l'Intérieur avait dit qu'on allait être avec, je ne sais plus, c'était Airbus, Thales, enfin bon, bref. Et en fait, finalement, ça ne s'est jamais fait. Et donc, aujourd'hui, les brigades de gendarmerie et de pompiers, en fait, ont besoin d'une solution. Alors, Rapid Space n'a pas dit qu'il les avait comme clients, mais en tout cas, il ne veut pas dire qui, mais ils ont signé pour des milliers de déploiements en France avec cette solution-là. Ok, et vous parliez d'autres acteurs? Oui, alors il y avait Becom. Becom, c'est un institut de recherche initialement. Ouais. En fait, eux, ils sont étendus comme une société privée qui s'appelle Obvious maintenant, et donc qui propose la même chose. Alors eux, c'est plutôt sur des équipements qu'ils vont acheter ailleurs. C'est-à-dire, en fait, on va avoir du Lenovo, des antennes, de petits équipementiers plutôt chinois. Bon. Mais surtout, eux, c'est pouvoir faire un réseau 5G
qui a tous les services de la 5G. Dans le côté de Rapid Space, on a une infrastructure qui fonctionne. Dans le côté de Bicom, on a vraiment des services. Donc on va avoir, dès qu'on se connecte, on va pouvoir faire de la vidéo, on va pouvoir avoir aussi ces services de talkie-walkie. Et donc ça, c'est aussi des solutions toutes petites qui fonctionnent, que eux vendent. Alors eux, ils en vendent beaucoup aux médias. Il y a une subtilité, c'est que pour l'heure, en France, toujours à cause de la réglementation des longueurs d'onde, pour l'instant, il n'y a que la 4G privée qui fonctionne. Mais en fait, on commence à avoir une 5G privée. L'ARCEP autorise des tests. Mais en fait, Obius va devoir attendre la fin de l'année pour pouvoir vraiment vendre de la 5G privée qui fonctionne sur les longueurs d'onde de la 5G et pas sur les longueurs d'onde de la 4G. Et sur n'importe quel site en France? Sur n'importe quel site en France, parce que en fait, donc l'idée de ces ondes privées, c'est que justement, elles ne cognent pas avec les ondes des réseaux opérateurs. Donc, il suffit en fait auprès de l'ARCEP d'acheter une licence. On dit bon voilà, pour tel kilomètre carré. Oui, mais c'est toute la difficulté, c'est que aujourd'hui, c'est un marché sur lequel les opérateurs étaient installés seuls. Et donc, cette ouverture à une nouvelle forme de concurrence... Il y a l'exemple des Allemands. Les Allemands ont fait ça super bien. Il y a un site web. On dit quelle est notre parcelle. On clique, on met la carte bleue. Hop, ça y est, en tout cas, on a compris. droit. Maintenant, on a quand même des offres aujourd'hui L'ARCEP qui sont commence à faire la même chose. véritablement accessibles pour libérer ce marché. Exactement. OK. On va passer aux produits qui vous ont marqué, Jérôme, sur ce Mobile World Congress. Faites-nous un peu briller les yeux. Alors, j'en ai sélectionné plusieurs. La première tendance, c'est autour de l'environnement avec des appareils qu'on peut recharger avec des panneaux solaires. Alors, le premier qui est sorti du bois, c'est le constructeur chinois Lenovo, qui est très présent dans l'univers des ordinateurs portables, avec un modèle qui s'appelle le Yoga Solar. Et donc, la coque de l'ordinateur portable est équipée d'un panneau solaire. Et donc, on peut recharger l'appareil. Et a priori, il pourrait être complètement autonome en électricité. Plus besoin de le brancher s'il y a suffisamment de soleil. Là, c'est le coucher de soleil qu'on voit. Mais bon. Alors ça, c'est l'Infinix. Ça, c'est un smartphone. Ça, on voit pas le bon produit. C'est plus petit. C'est plus petit. Ça, et on est sur une recharge de 2 watts. Voilà, c'est le modèle Lenovo, le Yoga Solar. Donc lui, il sera a priori autonome. Donc là, on devine en fait des panneaux solaires à l'extérieur. Exactement. Toute la coque extérieure, c'est un panneau solaire. Et le second concept dont on a aussi parlé, c'est un petit constructeur chinois qui s'appelle Infinix. Là, c'était au niveau d'un smartphone, donc un panneau solaire beaucoup plus bas avec une puissance de 2 watts. On parle plus de prolongateur d'autonomie que de véritable alternative à un système électrique classique et filaire. Mais c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà pas mal, ça présente pas mal d'avantages. On peut penser par exemple aux touristes en vacances sur la plage pour recharger leur appareil, mais ça peut aussi intéresser des populations dans des régions qui ont un accès limité au réseau électrique et qui pourraient être autonomes à la fois en connexion et désormais en électricité. Donc des tendances intéressantes qui devraient se commercialiser dans les prochains mois. Autre chose ? Alors, le Xiaomi 15 Ultra, le salon du Mobile World Congress, c'est un petit peu devenu un salon de la photo bis, parce qu'aujourd'hui, les ventes d'appareils photo se sont effondrées. On parle à peine 10 millions d'unités par an, alors qu'on a plus d'1 milliard de smartphones. Donc voilà, le smartphone est le nouvel appareil photo. Et sur ce marché-là, la marque chinoise Xiaomi fait du très très bon travail. Ils ont récupéré la collaboration avec Leica, qui il y a quelques années travaillait avec Huawei. Et ils ont dévoilé pendant le salon un appareil photo, vous voyez, qui est absolument superbe, qui reprend d'ailleurs le design d'un appareil photo Leica des années 70. C'est amusant cette alliance entre les vieux noms de l'argentique, de la photo argentique avec les smartphones chinois. Et c'est un produit assez spectaculaire, capteur principal d'1 pouce, comparable à des appareils photo hybrides 50 mégapixels, équivalent 23 mm, téléobjectif de 200 mégapixels, équivalent 100 mm, stabilisation optique, enregistrement en RAW, et puis il y a aussi plein d'accessoires pour équiper son smartphone, une poignée, des filtres. Comme le disent les journalistes qui l'ont essayé ces derniers jours, c'est un appareil photo qui permet de téléphoner. Un très bel appareil. Allez, une dernière petite trouvaille. Peut-être les lunettes de réalité assistée. Alors, en France, on a des boîtes encore dans les micro-composants. On ne les connaît pas forcément très bien, mais c'est Microlid et ST Micro. Et ils sont tous les deux basés à Grenoble. Donc c'est vraiment des spécialistes des nanotechnologies. Et ils se sont associés à une société qui s'appelle Quanta pour dévoiler un form factor de lunettes connectées, mais des lunettes dédiées à la réalité
assistée et pas à la réalité augmentée. Alors, il y a une petite nuance. La réalité augmentée, c'est en général une image qui s'affiche en 3D dans notre champ de vision et qui s'adapte à notre environnement. C'est ce que peut faire Meta dans ses casques, mais surtout Apple avec le Vision Pro. Donc, il faut un hardware assez sophistiqué. Là, on parle simplement de réalité assistée, c'est-à-dire qu'on va avoir en vision tête haute des petits éléments comme du texte, des chiffres ou des petites flèches qui vont s'afficher dans notre champ de vision. Alors, il y a déjà... C'est un peu plus limité, mais ça permet de faire tenir ça dans des lunettes. En fait. Exactement. Des modèles beaucoup moins chers. Microled est déjà partenaire de fabricants comme Ngo, Julbo, Cosmo, plutôt pour des lunettes pour les sportifs, les cyclistes par exemple. Ça leur évite de baisser les yeux pour regarder leur smartphone. Ils ont dans leur champ de vision les flèches pour s'orienter, leur vitesse, leur rythme cardiaque pour certains aussi. Et ça préfigure les lunettes qu'on va avoir en fin d'année chez Meta, parce qu'ils ont annoncé qu'il y aurait ce type de modèle probablement en novembre-décembre. Et elles sont fabriquées avec le groupe Ray-Ban, qui appartient aux Français Essilor-Luxottica, enfin au groupe franco-italien Essilor-Luxottica, et je ne serais pas étonné que les composants qu'on voit dans ces prototypes se retrouvent dans les modèles Meta et puis demain dans plein d'autres modèles de lunettes connectées. Donc ça va être une vraie accélération sur ces produits qui sont vendus à peine quelques centaines d'euros et qui sont préfigurés comme le successeur du smartphone. On dit, on pense que 2025 ça va être vraiment le décollage pour ce type de dispositif. On verra. Dans le genre futur, il y avait aussi la photonique qui a fait l'actualité. Oui, alors la photonique, donc qu'est-ce que c'est ? C'est en fait le fait de convertir donc des équipements qui fonctionnent à l'électricité, qui envoient donc du réseau filaire sur des câbles, vous savez, Ethernet, là, vous voyez très bien. En fait, le problème, c'est qu'on veut aller de plus en plus vite, mais donc, du coup, il faut passer par de la fibre. Alors, ça a un rapport avec l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que pour nourrir les GPU suffisamment rapidement, il fallait atteindre la vitesse de 800 gigabits par seconde. Or, aujourd'hui, vous avez, en fait, alors, c'est des capuchons, ça fait 7 cm de long. Vous mettez ça entre le truc électrique et la fibre optique, qui est une fibre optique de base. En fait, ces capuchons-là, il fonctionnait très bien pour 100 gigabits, et au-delà de 100 gigabits, c'était le capuchon, il valait 1 500 €, parce qu'ils n'arrivaient pas du tout à le fabriquer, pour faire du 200, du 400, enfin bon, c'était l'horreur. On a eu en France STMicroelectronics, vous savez, c'est le fondeur, le fabricant de semi-conducteurs. Ceux qui bossent sur les lunettes. Voilà, exactement. Le fabricant de semi-conducteurs franco-italien, qui a une usine à Crolles, près de Grenoble, et qui a fabriqué, qui a annoncé il y a quelques jours qu'en fait, ils avaient réussi à faire une puce qui allait enfin permettre de faire de la photonique à 800 gigabits par seconde, donc de pouvoir faire de l'IA. Et donc, sur ce salon, il y avait Huawei, qui avait, comme d'habitude, toujours le plus gros stand du MWC, qui a proposé les premiers équipements réseau qui supportaient ce 800 gigabits par seconde. Donc vous avez pu le voir ? J'ai pu le voir. Alors bon, c'est pas très sexy. Hein. En action ? Non, mais je vais vérifier la vitesse. Alors j'ai vu, il montrait, bon, c'était très rigolo. On avait donc ces petits capuchons là sur des trucs qui tournent avec des signaux optiques et tout. Enfin, je sais pas si on a les images, mais c'était en tout cas c'était très joli à regarder. Et alors en fait, il y a deux intérêts. Le premier intérêt, c'est que déjà là, il y a des nouveaux GPU Nvidia qui vont sortir à la fin du mois. Ils vont pouvoir être en pleine vitesse grâce à ça, enfin. C'est important parce que c'est quand même des puces qui coûtent $40 000 la puce. Donc, si vous pouvez l'utiliser qu'à 25% de sa puissance, c'est un peu dommage. Donc là, c'est une première chose. Le second intérêt dans les équipements Huawei, c'est qu'ils vont permettre d'interconnecter aussi à pleine vitesse des data centers entre eux. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que malgré tous les projets qu'on a dit d'IA, de réindustrialisation des data centers en France, en Europe, il est probable qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'aura pas assez de GPU. Il est probable qu'en fait, on ne mette que au maximum 20 000 GPU par data center et qu'il faille en fait interconnecter les data centers à pleine vitesse pour pouvoir tous les faire fonctionner ensemble. Et donc grâce à ça, grâce à ces petits capuchons de photonique et donc Huawei, sans doute d'autres, mais Huawei pour l'instant est le seul à le proposer, on va pouvoir avoir une IA comparable à Stargate en Europe. Waouh, super. Alors justement, l'IA, bon, c'était censé être quand même le sujet transverse qu'on allait croiser au MWC. Oui. Qu'est-ce que vous avez vu d'autre autour de ça ? On a vu des annonces du côté des opérateurs des télécoms qui commencent à communiquer sur leur utilisation propre de l'IA pour mieux répondre, par exemple, à leurs clients. Oui. D'autres choses ? Alors, bon, de mon côté, c'était surtout les IA en réseau, donc l'IA, ce qu'on appelle agentique. Les agents, ouais. Donc qui va être rendu possible, donc notamment par les petits photoniques, là, les capuchons photoniques dont je vous ai parlé, mais qui va aussi être rendu possible grâce à la 5G Advance. Mais alors, la 5G Advance, on étend les longueurs d'onde pour pouvoir, parce que quand vous faites des IA en réseau, il faut que vous uploadiez plus de données que vous en
downloader, et alors qu'aujourd'hui on download plus d'informations. Et donc il faudra passer à la 5,5G ou 5G Advanced, ça dépend des noms, mais en fait finalement ils sont en retard, ça n'arrivera pas avant 2030 au moins. Donc ça c'est une première chose. En revanche, l'autre chose par rapport à l'IA qui est assez surprenante, c'est l'arrivée, et ça c'est les Chinois qui amènent ça, des avatars. Alors les avatars, bon, why not? Mais en fait, en Chine, visiblement, tout l'e-commerce passe par des avatars. Et du coup, Huawei, toujours, a un cloud, mais le cloud Huawei comme AWS, Google GCP, un cloud chinois qui fonctionne en Europe, qui n'est que pour l'Europe, donc pour être aux normes, et qui en fait arrive avec des services prêts à l'emploi, qui sont des services justement d'avatar. Alors il y a l'avatar, mais il y a aussi des services d'IA pour conduire tout seul des camions sur des chantiers, ce genre de choses qui n'existent pas en fait sur les clouds américains. Donc voilà, du coup ils tentent. Voilà, c'est ce qu'ils nous ont présenté en tout cas lors de ce salon. Sur l'IA, il y a sur l'évolution de la 5G aussi, parce qu'il nous reste plus que 2 minutes. Oui, rapidement. Non, mais il y a une coïncidence, c'est que Apple a lancé iOS 18.4 qui inclut Apple Intelligence la même semaine que Mobile World Congress. Alors, je ne sais pas si c'était fait exprès ou quoi, mais en tout cas, on a pas mal de fonctions d'IA qui arrivent sur les smartphones Apple en ce moment. Et bon, elles ne sont pas très spectaculaires. C'est un début, mais Apple est un petit peu en retard là-dessus. Il y a d'autres applications qui font du meilleur travail, clairement. Juste sur le futur de la 5G, parce que pour l'instant, on n'a pas tellement vu de bons dans les usages. Je parle du grand public, avec l'arrivée de la 5G. Ça se fait en douceur parce qu'on est passé du texte à la photo, de la photo à la vidéo. Et heureusement qu'il y a la 5G pour accompagner cette évolution des usages, sinon nos réseaux seraient saturés. Là, la nouveauté, c'est la 5G+, la 5G standalone, qui a été activée chez certains opérateurs l'année dernière et qui commence à se déployer très très doucement. Tous les smartphones ne sont pas compatibles et on devrait franchir le cap du gigabit seconde. Ce qui est quand même assez extraordinaire, comparable à la fibre optique, mais ça se fait effectivement de manière assez transparente. On n'a pas senti les grosses accélérations comme avec l'arrivée de la 3G ou de la 4G, c'est assez transparent. Et puis comme Yann le disait, dans les prochaines années, on va commencer à parler de 6G. En fait. Oui, c'est plus discret. Sachant que la 5G standalone, c'est uniquement une mise à jour logicielle. En fait, du cœur réseau. D'un point de vue infrastructure, ça n'accélère rien du tout. C'est vraiment, si ça va plus vite, c'est parce que le logiciel est plus optimisé. C'est tout. Vous vouliez rajouter quelque chose avant la fin ? Alors en fait, par rapport à l'IA, il y avait des opérateurs, ils avaient tous leur IA. J'ai vu T-Mobile, ils avaient une IA. Mais ça faisait un petit peu. C'est-à-dire leur IA pour communiquer avec les clients, c'est ça ? Non, c'était de la com. Ils avaient renommé en gros ChatGPT ou DeepSeek avec leur logo, quoi. Voilà, c'était mais pourquoi faire parce qu'il y a des services, donc justement aux consommateurs, ça va aider. Maintenant, vous êtes sûr que vous allez avoir justement des assistants, des chatbots appuyés. Voilà, on a un peu ça partout, mais il n'y avait rien de véritablement impressionnant, à part ces avatars, donc effectivement, qui répondent, j'ai discuté avec une avatar qui... Après, est-ce que on a besoin d'avoir des avatars pour choisir son téléphone ou changer de forfait ? Je ne sais pas. Oui. Il y a quand même un intérêt, c'est qu'en fait, elles parlent entre elles, les IA maintenant. Donc c'est les réseaux d'IA. Ça, les agents, absolument. Tout à fait. Et donc, ça permet de diviser une question en plusieurs IA, et chaque IA spécialisée va pouvoir vous répondre. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir des hallucinations, vous allez avoir celle qui va être spécialisée dans les téléphones, va vous répondre sur les téléphones, et en fait, ça va passer par la seule IA que vous avez. Il fallait aussi écouter Steve Wozniak au MWC. Exactement. Qui justement s'inquiète de ces hallucinations parce qu'on ne sait pas quand elles tombent. Donc attention, gardons notre esprit critique. Merci beaucoup à tous les deux pour ce débrief du Mobile World Congress 2025. Yann Serra, Jérôme Bouteiller.